Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on anime une table ronde sur la facture électronique. Donc effectivement, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler avec l'annonce du report. C'est une des réformes majeures en matière de réglementaire. Réforme majeure, et je vais en dire quelques mots, puis je laisserai après effectivement mes co-animateurs répondre aux quelques questions auxquelles ils auront la gentillesse de bien vouloir répondre. Donc je suis ravi de pouvoir l'animer. Donc en quelques mots, peut-être juste en termes d'introduction, puisqu'on enchaîne. Donc la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une réforme dont le driver est la fiscalité, ce n'est pas une révolution technologique, qui est considérée comme, pour l'administration, donc une réforme qui a pour objet de venir en fait lutter contre la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est beaucoup de sous, comme dirait ma grand-mère, c'est 12 milliards d'euros pour la France, et il faut rajouter un autre zéro au niveau européen. Et donc on voit aujourd'hui que dans un contexte où on demande de plus en plus à l'État de venir nous aider, Covid, crise énergétique, c'est normal aussi que l'État essaie de récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir financer les nombreuses initiatives auxquelles nous, citoyens, nous leur demandons de nous apporter leur soutien. Et cette réforme est inspirée des pays d'Amérique latine. C'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Et donc, qui vont assurer normalement une connexion permanente avec l'administration fiscale afin de pré-remplir vos CA3. L'enjeu essentiel, CA3, oui je sais, c'est déclaration de TVA. Donc l'enjeu essentiel, j'ai vu quelques yeux se lever, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? L'enjeu essentiel, c'est qu'effectivement les données vont être dématérialisées, les données qui sont à la base des données comptables, des données déclaratives, et donc ça pose plein de questions auxquelles mes gentils co-animateurs auront la gentillesse de bien vouloir répondre. Le ton est libre, les questions le sont aussi, donc n'hésitez pas à en poser, levez la main ou manifestez-vous si vous avez des questions. Gardons ce ton libre et léger qui est le propre de ce secteur d'activité, qui me semble être le plus important. Et la première question que je voudrais poser donc au panel est: est-ce que d'après vous, cette réforme est une opportunité pour les entreprises? Et si c'en est une, dans quelle mesure pour vous c'est une opportunité, la dématérialisation des relations fournisseurs et acheteurs? Je passe le micro, quelqu'un a le micro parfait. Donc, Tancred parle a cappella ou au micro. Commence. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je pense que c'est parfois une réforme qui est présentée de façon un peu anxiogène, et ça vaut le coup de reparler des opportunités à la fois pour l'État et les finances publiques, mais aussi pour les entreprises. Un des grands drivers, c'est de la productivité. De la productivité dans la gestion de factures. Aujourd'hui, il y a certaines estimations qui chiffrent à 10 € le coût finalement d'une facture papier, parce qu'en fait, il faut l'émettre, il faut la transmettre, il faut ouvrir de papier, il faut de la saisir. Du côté de l'entreprise qui émet, du côté de l'entreprise qui reçoit la facture, c'est des délais de paiement, etc. Donc c'est au fond l'autre vraiment driver très important, c'est de la productivité. Donc c'est de la productivité qui est à la fois du côté des entreprises, du côté des cabinets d'expertise comptable aussi, qui font énormément de ce travail de saisie. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut, je pense, voir cette réforme. Je compléterai en ajoutant qu'il y a une facilité sur la partie déclaration de TVA. On l'a dit avec toute la partie fraude, c'est l'une des bases de cette réforme, mais ça vaut le coup de le rappeler. Et puis, il y a une entrée aussi dans le temps réel, au sens où on va collecter l'information, avoir des approbations, des informations sur le paiement en temps réel qui vont permettre aux entreprises de gagner du temps, mais aussi de mieux anticiper l'avenir, les décisions financières à prendre. Je vais faire une transition parfaite avec mes deux précédents collègues. Dans le sens où aujourd'hui, cette réforme, c'est une réforme qui est en effet une opportunité, plutôt business, qui va permettre en fait, à l'ensemble des entreprises de revoir leur process d'achat, de vente. Et de se dire, aujourd'hui, vous avez deux approches. Soit vous déployez rapidement un petit outil qui va vous permettre en conformité, soit vous pouvez vous dire, mais en fait, comment est-ce que j'interagis avec mes partenaires? Quel est l'échange? Cet échange peut être plus ou moins complexe, pas dire extrêmement complexe. Quand vous vendez par exemple avec des grandes boîtes, c'est pas la même chose que de vendre avec une toute petite entreprise. Et en fait, le raisonnement, c'est de se dire quel est le type d'outil qui va vous permettre justement de gérer l'ensemble de cette équation, et quel est le type de prestation que vous allez avoir. Si c'est du revenu récurrent, vous allez avoir certains outils. Si c'est du revenu non récurrent, vous en allez avoir d'autres. Et donc tout le raisonnement, c'est derrière, vos équipes achats, vos équipes ventes, vos équipes finances, comment est-ce qu'elles vont pouvoir exploiter cette réforme pour arriver justement à se dire je suis mieux à même de gérer ma prévisibilité de mon information.
C'est-à-dire mon cash, quand est-ce que je vais en avoir? Est-ce qu'il faut que j'aille prendre un emprunt? Est-ce qu'il faut que j'utilise du factoring? Ou au contraire, directement, dans la donnée elle-même, donc par exemple votre sourcing, vous faites des pneus, sur un pneu, il y a un petit élément qui est à risque aujourd'hui à cause des conflits dans le monde. Et ce petit élément, c'est peut-être le fournisseur du fournisseur qui l'utilise. Et c'est une information qui sera du coup disponible. Rodolphe, vous voulez rajouter Pas énormément de choses à ajouter de ce qu'ont dit mes collègues. Je pense que peut-être de mon côté, il y a une opportunité juste sur l'accélération de cette transition vers le numérique, notamment de nos tissus PME, qui est quand même assez encore en retard aujourd'hui. Et le fait que, du coup, ce soit demandé par l'État, donc une obligation légale à une certaine échéance qui est encore un peu fluctuante, mais donc du coup va justement forcer les entreprises à se pousser vers cette transition digitale qu'on attend tous et dont je pense que notre tissu économique a besoin. Alors je trouve que c'est une excellente remarque, puisque effectivement, quand on en discute, on s'aperçoit de la pauvreté de l'outillage technologique des directions financières dans le tissu français. Certains utilisent encore des AS 300, 400, voire des tableurs Excel. Donc c'est quand même la vérité du marché. C'est-à-dire c'est comme le Faucon Millenium, on ne sait jamais si ça va démarrer. C'est une remarque générationnelle, je sais. Je suis le seul à mettre une cravate aussi. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on a parlé effectivement donc, des opportunités. Rodolphe a un peu introduit l'idée des obstacles. Est-ce que, et je laisserai tout le monde parler bien sûr, est-ce que Rodolphe, quels sont d'après toi les obstacles par rapport à la mise en place de cette réforme qu'on peut identifier dans les entreprises? Quels sont les freins au déploiement et pourquoi les entreprises ne sautent pas de joie en disant je vais pouvoir tout dématérialiser vu les grandes opportunités auxquelles je peux faire face? Il y en a un premier qui me paraît personnellement évident, qui est le manque aujourd'hui de fiabilité dans les échéances. Donc finalement, quand est-ce qu'on priorise ce projet-là? Quel investissement est-ce que je dois mettre? Il y a quand même énormément de flou aujourd'hui dans la réforme. Et pour des éditeurs de logiciels comme nous, qui justement intégrons ces objectifs au sein de nos outils, ça ne nous aide pas non plus en termes de spécification pour pouvoir être prêt à ce moment-là. Donc ça, je pense que c'est deux éléments qui sont importants. Et peut-être le deuxième, c'est un manque de connaissances. On l'a parlé, finalement d'efforts de digitalisation qu'il y a au sein des entreprises. Donc, je pense que tout le monde est conscient de l'opportunité que ça représente, mais il y a beaucoup d'inconnus. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Le langage, qui est quand même assez compliqué aujourd'hui, on peut amener un peu plus de complexité. Tiens, il y a des opérateurs de dématérialisation, il y a des plateformes de dématérialisation partenaires, donc qui rajoutent du flou aux directions financières pour finalement un peu complexifier le choix qu'ils devront faire dans le futur. Donc une base juridique ou une stabilité juridique un peu imparfaite et encore un peu des sigles ou des mots un peu étranges pour bien comprendre où on ouvre la porte. Je pense qu'effectivement, si on pense à une autre réforme, au prélèvement à la source, on peut se dire bon, c'est massif, tous les salariés sont concernés. Et finalement, si on réfléchit un peu plus, là étaient concernés essentiellement les outils de paye, des outils de calcul vraiment de la paye. Il y en a, allez, ça se compte sur les doigts, d'une, deux, trois mains. Là, en fait, dans le cas de la facturation électronique, on va parler d'éditeurs de factures où se fait la facturation des entreprises. Et j'ai l'impression qu'il y a autant de modes de facturation qu'il y a de business model et quasiment qu'il y a d'entreprises. Et ça veut dire que le problème est déporté au niveau de chacune des entreprises, au niveau de chaque outil que l'entreprise peut utiliser. Si je suis sur Excel, bon, il faut trouver un outil qui est compatible, mais ça veut dire de la gestion du changement, parfois dans un tissu TPE, PME, qui peut être pas toujours au fait des dernières évolutions. Ça peut être une entreprise qui utilise un outil métier. Voilà, je suis avocat, j'utilise mon outil qui fait et des factures et du suivi du temps, mais est-ce que ce logiciel est maintenu finalement? Est-ce qu'il va y avoir les évolutions nécessaires pour la facture électronique? Si vous utilisez Pennyline, vous serez entre de bonnes mains puisque ce sera compatible. Mais voilà, la question va se poser vraiment pour chaque entreprise et c'est tout ce travail d'audit que les entreprises ne vont pas forcément pouvoir faire toutes seules, d'où la problématique de l'accompagnement qui doit être fourni évidemment. Oui, tout à fait. Très rapidement, pour compléter surtout sur ce que Rodolphe disait, on a en effet la visibilité sur le calendrier et la connaissance intrinsèque de la réforme. Chez Regat, on a fait un sondage avec le CSA auprès des dirigeants de TPE. 70%
des personnes interrogées pensaient qu'une facture électronique, c'était une facture envoyée par email. Donc forcément, quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière tous ces mots, ça génère de l'appréhension, c'est un obstacle. Donc il y a une partie diffusion, vulgarisation et puis accompagnement, on va probablement revenir là-dessus, de la part des acteurs, que ce soit les OD, les PDP, les éditeurs de logiciels que nous sommes aujourd'hui. Et je finirai, je pense, en complément de tout ce qui a été dit juste avant, dans cette transition digitale, pensez par exemple à vos emails. Combien de fois vous allez voir vos emails et combien d'emails vous recevez par jour? Une transition simple serait de se dire, en fait, on va envoyer, justement avec ce raisonnement de envoyer un email pour gérer une facture, en fait, on va s'arracher les cheveux. Tout le monde va se dire, mais ça va être horrible, cette digitalisation. Et donc tout le raisonnement, c'est de se dire, mais pensez business. Quelle est cette interaction entre le fournisseur et l'acheteur? Comment est-ce qu'on va pouvoir vous accompagner, justement, pour se dire que cette transition, en partant de la problématique métier, des opérationnels, on va pouvoir remonter toute la chaîne et aller changer aussi ce qui se passe du côté financier. Et avec cette approche-là, on va pouvoir justement fournir un environnement qui sera beaucoup plus performant. Et il va y avoir, on est 4 ici, il va y avoir plein d'autres acteurs qui vont être justement sur cette réforme, qui vont être capables de vous aider. L'élément qui va être important, c'est votre business. Comment est-ce que vous le gérez? Juste un chiffre pour vous donner un ordre d'idée. Donc, aujourd'hui, sur notre panel d'entreprises qui sont clientes, à peu près 80 000 entreprises, on reçoit toutes les factures fournisseurs de ces entreprises, puisqu'on va en tenir la comptabilité. 1% aujourd'hui des factures sont factures X, c'est-à-dire le principal format de facture électronique. Donc il reste beaucoup de chemin et les obstacles doivent le... bien sûr. Je vais juste finir sur un petit sujet qui est, aujourd'hui on parle de la France, mais c'est une réforme qui est mondiale, européenne d'abord, et après mondiale dans notre cas. Et en fait, l'élément qui est important aussi, c'est que voilà, on parle de facture X, mais il y a plein d'autres formats qui existent sur le marché. Donc tout le raisonnement, c'est de se dire avec qui vous échangez. C'est pas normé encore, mais ça va arriver. Et donc c'est là où vous pourrez faire plus facilement un choix entre tous les acteurs qui existent, qui vont être capables de vous accompagner, par exemple. Merci pour ces éléments-là. Dans la question dans les obstacles, donc vous avez un peu évoqué effectivement l'insécurité juridique, la mauvaise connaissance de ce qu'est une facture électronique. Moi, je m'interrogeais sur quand vous voyez les entreprises qui décident donc d'adopter ou de mettre en place de la facturation électronique, est-ce que vous avez identifié des bonnes pratiques? Est-ce que vous avez identifié des do's and don'ts, donc des choses à faire, des choses à pas faire? Parfois, on peut avoir l'impression que les entreprises ne raisonnent que, qu'ils ne cherchent qu'un outil, sans s'interroger un peu ce qui a été évoqué par le panel ici, sur les différents impacts qu'il peut avoir dans l'organisation. Donc, d'après vous, quelles sont les bonnes pratiques quand on veut, en tous les cas, lancer un chantier ou quand on veut choisir un outil? Voilà. Et donc, qui veut commencer? Yann. Allez, je me lance. J'en avais justement déjà un petit peu parlé juste avant, se dire commencer par le business et remonter par la finance. Parce qu'aujourd'hui, en fonction des entreprises, l'équipe financière a un impact plus ou moins fort. Pensez retail par exemple, c'est pas le même impact que dans le BTP que dans un service financier, une banque. Et donc tout le raisonnement, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir justement onboarder toutes les équipes, pas uniquement les équipes financières, dans cette réforme, dans ce changement. Le fait qu'elle a été décalée un petit peu déjà, cette réforme, va permettre justement la prise de connaissances et d'éduquer, ce qu'on mentionnait juste avant, d'éduquer nos collaborateurs. De se dire, oui, c'est plus juste envoyer par mail, c'est aussi passer une plateforme qui va gérer tout le flux. Et qui va gérer le flux de telle manière qu'on va voir justement, par exemple pour les opérateurs, directement dans la réception des biens, la capacité de valider peut-être plus facilement aussi les bons de réception et d'exécuter une facturation derrière qui devient potentiellement inexistante. On n'a peut-être plus besoin de gérer une facture en fait, si on prend un peu de recul. L'anecdote, ça a été créé il y a 2700 ans la facture. Et ça n'a pas évolué, ça a très peu évolué. Donc l'élément, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner. Donc le point que je mettrais, c'est je reste très focus business. Comment les équipes opérationnelles vont pouvoir justement accompagner les équipes financières à cette transition. Merci. Mathilde? En effet, il y a
tout cet intérêt qui va remonter du business. Tu l'as évoqué également. De quel périmètre on parle? Une entreprise qui agit uniquement sur le territoire français ne va pas avoir les mêmes critères de choix et va devoir s'interroger sur les pays avec lesquels il peut y avoir des flux, puisqu'on parle d'une réforme qui est plus globale. Et puis également tous les process internes. Le bon de commande en est un bon exemple, mais il va y avoir un effort d'aller vraiment catégoriser les flux de facturation, les flux de factures également, financiers également, pour s'interroger sur ce dont on a besoin et de l'outil qui va pouvoir nous accompagner. Si avoir un outil qui a de l'approbation du bon de commande, de la demande d'achat a du sens et que la mise à jour des statuts en temps réel avec son PDP a du sens, c'est des choses auxquelles il va falloir être attentif. Donc ça va obliger quelque part les entreprises à aller quand même s'intéresser aux détails qui n'en sont pas de la réforme pour pouvoir les traduire en fonctionnalités opérationnelles, en fonctionnalités de gestion dans leur quotidien. Tout à fait. Donc un point processus, la maîtrise de ces processus et le bon inventaire de ces flux. Donc si on repart des avantages, opportunités, si on reprend l'exemple, je pense, le plus simple, mais celui du quotidien aussi, qui est la transmission des factures au comptable. Je pense qu'aucun entrepreneur, aucune direction un peu administrative, finance, n'aime transmettre des factures au comptable. Aucun comptable, soit en cabinet ou dans l'entreprise, n'aime rappeler à tout le monde, peux-tu me transmettre le justif, la facture, etc. Un des avantages et très concrets qu'on verra de la facture électronique, c'est de cette facture émise par un Free, Orange, GDF, apparaîtra immédiatement dans les outils de l'entreprise, mais si possible du comptable. Donc le point, la bonne pratique à retenir, c'est aussi de veiller à ce que cet outil soit partagé autant que possible par l'entreprise et par le cabinet d'expertise comptable. Parce que c'est vraiment comme ça que vous allez gagner du temps, parce que ça n'a aucune valeur, au fond, d'envoyer des emails pour dire « peux-tu me renvoyer le justif ?» Donc sur ces gains de productivité qui sont très concrets, mais qui composent finalement un nombre d'heures colossal, si on additionne tout ce qui se passe sur une année, qu'on peut vraiment gagner du temps. Donc la bonne pratique, c'est la prise de conscience de l'écosystème dans lequel la facture est générée ou doit être envoyée, pour s'assurer qu'on met de la fluidité dans l'écosystème finance. J'essaie de réfléchir à ta question, Laurent, sur qu'est-ce que nous demandent les clients de chez Spendesk aujourd'hui. En fait, nos clients, ils n'achètent pas Spendesk pour la facture électronique. Il y a un côté de je veux que Spendesk soit compatible avec la facture électronique, mais finalement, ils ne s'outillent pas aujourd'hui dans le but, à cette échéance, aujourd'hui, dans le but de traiter la problématique de la facture électronique. Et en fait, la bonne pratique pour nous, c'est fondamentalement qu'est-ce que je cherche à digitaliser? Quelle valeur est-ce que j'essaye d'avoir au sein de mon entreprise? Spendesk, ça permet finalement cette décentralisation des achats au sein des équipes opérationnelles. Et finalement, c'est ces process métiers qui sont repensés par les directions financières. Et derrière, évidemment, on veut une compatibilité, une conformité vers le futur. Je pense que le point qui est important, c'est finalement cette confiance vis-à-vis de son éditeur de logiciel sur sa capacité à amener cette conformité. C'est-à-dire que la problématique technique qui sera amenée par la réforme, en fait, ça va être traité par des acteurs comme nous. Et si l'entreprise a déjà finalement anticipé les gains de productivité ou comment est-ce qu'elle a envie de finalement de se moderniser, en fait, la réforme, elle va être transparente pour la plupart de ces entreprises-là. Et alors, juste pour aller un peu plus loin sur cette réponse, est-ce que, et alors c'est une question à toi Rodolphe, mais à tout le monde, est-ce que vous avez tout de même quand même l'impression que les directions finances ou les entreprises ont la mesure exacte de la vision, ou la mesure exacte / la vision de ce que peut apporter cette réforme, ou elle est juste vécue comment dire, comme on va chercher une solution de conformité, mais on ne s'interroge pas plus? Je peux, de mon côté, quelques éléments de réponse. Je pense que ça dépend évidemment de la modernité de l'entreprise. Oui, bien sûr. Donc nous, on a quand même, nos clients sont quand même des entreprises qui se modernisent et qui se modernisent très vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils adoptent Spendesk, ils achètent Spendesk. Donc naturellement, ils sont déjà dans une logique de gain d'efficacité opérationnelle, d'excellence opérationnelle et finalement d'intégration
à la fois dans l'organisation finalement de la fonction finance comme une fonction de business partner. Donc naturellement, sur ce type d'entreprise-là, ils ont déjà anticipé. Mais il est vrai que sur notre tissu de PME, de TPE aujourd'hui, bon, il y a encore beaucoup, la grosse majorité fondamentalement, comme tu le disais Laurent, qui ont des process du tissu industriel français. Voilà, extrêmement manuels, extrêmement papier, et qui ne sont pas encore du tout là dans cette transition. Donc la vraie question, c'est vis-à-vis de ces entreprises-là, comment est-ce qu'on peut les aider, peut-être comment l'État aussi peut les aider à aller accélérer vers cette transition, parce que sinon, en effet, l'échéance va commencer à devenir très problématique pour eux. Je garde cette idée de comment les aider, qui est une question que je vous poserai après, mais je voulais juste capturer cette idée. Oui. Sur comment les aider, donc je partage tout à fait le fait qu'il y ait des entreprises qui sont déjà en recherche, qui sont actives, qui s'équipent, qui réfléchissent aux outils, et d'autres qui ne le sont pas. Nous, chez Penile, on en a un pied du côté des entreprises, mais aussi du côté des cabinets d'expertise comptable. Et on voit finalement, avec tout le travail de l'ordre des experts comptables notamment, qu'il y a été énormément d'éducation depuis déjà des années, en fait. Et ça a beaucoup porté ses fruits, mais du côté des cabinets essentiellement. Du côté des entreprises, on a très peu de demandes au fond sur le qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que vous êtes compatible, comment je peux m'équiper, etc. Et ça c'est inquiétant. Je pense qu'il y a un travail au niveau... Et pourquoi? Non, c'est une question ouverte. Je vais, juste pour donner le temps de réfléchir à la question, c'est quand même étonnant parce que l'administration a énormément communiqué dessus, les cabinets ont beaucoup communiqué dessus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... il y a 10 ans de ça, on parlait de Facture X dans une salle, personne n'écoutait. Maintenant, personne n'a été trop surpris. Donc, c'est quand même un sujet qui vient. Et pourtant, on a l'impression que les entreprises n'ont pas réussi à s'en saisir. Je partage pas le point que le gouvernement a suffisamment communiqué. D'accord. Je pense que c'est un des enjeux clés. Et les entreprises, si on regarde en Italie ce qui s'est passé, là les entreprises s'en sont saisies parce qu'il y avait une opportunité business, mais c'était des pubs aux 20h qui valaient un prix fou. Parce qu'en fait, il y avait donc les entreprises s'en sont saisies, et c'est comme ça que ça a créé pardon, c'est le mot d'awareness en franglais qui me vient, de prise de conscience, merci, qui vient. Mais je maintiens, parce qu'on peut faire des spots aux 20h, mais ça va gaspiller beaucoup d'argent, je maintiens que les experts comptables qui sont finalement les médecins de famille des entreprises, notamment quand on regarde du côté des TPE-PME, vont être finalement les meilleurs relais de cette réforme. Il y a un énorme travail d'audit, d'accompagnement, et ça va être un boulot assez colossal, qui peut d'ailleurs être monétisé, donc en ça représente une opportunité, mais je pense qu'il faut ces relais de confiance locaux qui peuvent analyser la situation, prescrire les bonnes solutions, et puis avancer pour bénéficier des gains aussi vite que possible. Communication insuffisante de l'administration. Ouais, à la question de pourquoi est-ce qu'on a cette méconnaissance, je pense que c'est pas juste qu'il nous faut des prescripteurs en les personnes des experts comptables, mais c'est tout simplement ce que les entreprises attendent de leurs experts comptables. Alors évidemment, encore une fois, il y a une hétérogénéité des PME, mais si on est sur de la TPE ou de la petite PME qui travaille avec un expert comptable, nous on le voit chez Regat, elles s'attendent à ce que ce soit l'expert comptable qui porte la réforme. Et donc là, on revient également sur la question de est-ce que les experts comptables ont conscience de ce que ça va leur apporter, des gains qu'ils vont pouvoir en tirer. Je pense qu'on est en ce moment en période de TVA et qu'ils en ont tous conscience au vu des horaires qu'ils font. Néanmoins, il y a aussi une transformation du métier qui peut faire peur. C'est toujours pareil, si on n'est pas bien informé ou pas bien accompagné, demain, la saisie manuelle dans les cabinets d'expertise comptable, ça n'existe plus. Donc les personnes qui passent la majorité de leur temps à faire de la saisie manuelle, je peux comprendre qu'elles aient peur face à cette réforme. Néanmoins, il y a une dynamique d'accompagnement pour transformer le métier au sein des cabinets, dont, là encore, certains sont conscients, d'autres moins, et on a une dynamique qui est en train de se mettre en place et qui doit se mettre en place le plus rapidement possible. Juste une question. Cette crainte-là de voir son activité un peu disparaître, ce que tu évoquais, Mathilde, elle vous semble fondée ou pas?
non. Non, mais je sais que c'est pas une question qu'on avait prévue, c'est pour ça. Mais... Non, du tout, au sens où demain, le métier de l'expert comptable, c'est presque d'être un DAF externalisé, c'est d'être dans la recommandation, dans l'accompagnement, la gestion des finances. Donc non, c'est pas fondé. Maintenant, ça nécessite quand même une transformation du métier dont les cabinets sont tout à fait capables, mais où là encore, il va y avoir un rôle de la part des sociétés, des éditeurs de logiciels en place, d'accompagnement pour aider à cette transformation. Rodolphe, Yann, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, je dirais que cette crainte est fondée pour les cabinets d'expertise comptable. Je pense qu'il y a un changement parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes compétences au niveau des équipes dans les cabinets qui sont mobilisées. La transformation à la clé, c'est de l'accompagnement, effectivement, comme tu disais, DAF externalisé, autour de 2 missions, essentiellement administratives, paiement des factures, et puis conseil, analyse du business, voilà, je veux augmenter mes marges, etc. Donc ce sont certainement des nouvelles compétences à développer, une opportunité économique qui est là, parce que je pense qu'il y a plus de dispositions à payer pour du service à plus haute valeur ajoutée que simplement pour transformer du papier en écriture digitale, mais ça représente un défi, évidemment. Merci. L'élément que je voudrais regarder, c'est si on prend un peu de recul sur les différentes évolutions qu'on a pu avoir. Si on prend les années 50, on a trucidé sur la place publique une personne qui avait inventé un truc super, hein. Un pont un peu penché qui permettait de transporter l'eau de la montagne jusqu'à la ville. C'était à Rome. Il a fallu une génération pour se dire, mais en fait, c'est pas bête. Pourquoi? Parce que 50% de la population, 70% de la population à Rome avait un métier: transporter de l'eau. Pourquoi je vous raconte ça? C'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui ont pour métier justement de saisir des factures, de payer des factures. Bah, c'est un métier qui va évoluer. C'est un métier qui va évoluer et je suis complètement en phase avec vous. Je pense qu'il va évoluer vers plus de la stratégie, le DAF déporté, qui va permettre d'avoir de la valeur ajoutée sur ce business. Comment on va le faire évoluer? Et après, on a même une autre dimension, plus intelligence, qui commence à arriver. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé Spendesk dans plusieurs boîtes. Pour moi, l'élément que vous avez apporté, c'était la carte. La carte bleue générée. Chez Péniring, vous l'avez. Je suis quasiment sûr que vous l'avez aussi. Voilà. C'est quelque chose qui s'est diffusé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui le mettent à disposition. Aujourd'hui, bah, on est dans cet objectif de mettre à disposition les finances, de le rendre compréhensible et de faire en sorte que nos collaborateurs soient acteurs de ce marché. Et c'est comme ça qu'on pourra évoluer, selon moi. Peut-être le dernier mot là, sur cette partie-là, c'est le métier change. Et tu le disais, je pense, Tancred, il y a une volonté de payer sur des services à plus forte valeur ajoutée de la part des clients, de leur expert comptable. Il y a aussi, à l'inverse, une volonté de ne plus payer pour des tâches à faible valeur ajoutée, qui aujourd'hui est quand même de la marge sur ces cabinets. Donc, la transformation du cabinet, elle va être forcée, je pense. Il n'y a pas vraiment le choix, c'est juste qu'il y a le marché diminue. Il va être forcé par les outils, mais aussi par la volonté du client de ne pas payer pour ces services-là. Et je pense que c'est un point important de prise de conscience de la part des cabinets, parce que s'ils ne se transforment pas, cette partie-là du business juste n'a plus de valeur sur le marché. Donc, alors juste pour résumer ce que j'ai entendu, donc il y a beaucoup d'impact dans le métier d'expertise comptable pour vous, hein, qui veut dire être obligé de se transformer, il ne peut faire de saisie, mais avec la question de la répartition de la valeur, parce que j'entends le point de dire on ne va pas vouloir payer pour des choses qu'on peut automatiser, mais il va bien falloir que quelqu'un paye le coût de l'automatisation. Ça a quand même un coût. Mais vous, pour vous, dans les entreprises, est-ce que c'est le même type de mutations qui vont être opérées? C'est à périmètre constant? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres... alors ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est quand on dit... je vous challenge un peu. Hein, quand on dit, ah oui, c'est génial, on va faire plus de valeur, et tout ça et tout. C'est en général ce qu'on dit tous. Hein. Est-ce qu'on en est strictement convaincu? Parce que il y a quand même quelque chose qui moi, d'après moi,
est important, c'est que ce métier de saisie, il a embarqué du contrôle. Comment on va assurer la même qualité de contrôle aussi? Voilà, c'est 2 petites questions, je sais, qui sont 1, est-ce que l'entreprise va s'appauvrir en termes de contrôle en s'appauvrissant en termes de saisie? Et de 2, est-ce que les entreprises devront aussi se muter comme les experts comptables? Alors, sur la deuxième partie de ta question, nous, chez Spendesk, on croit énormément à cette évolution de la fonction finance, hein, d'une fonction opérationnelle vers une fonction stratégique. C'est l'essence de notre outil. C'est finalement comment est-ce qu'on améliore cette collaboration entre les équipes opérationnelles et la fonction finance. Comment est-ce qu'on donne du pouvoir de décision aux équipes opérationnelles. Et ça va dans le sens de la volonté, quand tu poses la question au directeur financier ou aux équipes financières, de se dire, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire demain? Qu'est-ce que vous voulez plus faire comme métier? La saisie, c'est souvent le truc que je ne veux plus le faire. Je veux plutôt aller travailler avec mes business partners et puis se dire, en temps, comment est-ce qu'on fait une modélisation, comment est-ce qu'on projette le futur. Enfin, c'est vraiment la partie de valeur ajoutée qui est attendue dans le business et qui est attendue par l'équipe financière. Donc oui, les équipes vont se transformer. Est-ce que c'est à périmètre constant? Je pense. Est-ce que ça demande une évolution des capacités et aptitudes de la formation? Certainement. Mais c'est le sens de l'histoire. Après, sur le point du contrôle, il y a un côté qui est vrai, c'est que je ne suis pas complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que la saisie... C'est une proposition. Hein. Ouais, non, mais si tu veux, aujourd'hui, une des grosses problématiques de la saisie manuelle, c'est justement les erreurs humaines. Hein. Les erreurs humaines, on en fait tous. Une coquille dans un chiffre, ou justement, il faut de la deuxième validation. Alors, juste je suis d'accord, mais l'automatisation, c'est un peu comme la fuite d'eau, c'est que quand c'est mal automatisé, ça devient encore plus cauchemardesque, parce qu'il n'y a plus personne qui voit ce qui se passe. Je prends un exemple. Je t'entends. Voilà, c'est un mauvais paramétrage TVA, donc c'est complètement dans vous. Ça fait que pendant des années, l'entreprise va mal payer sans s'en rendre compte. Un comptable qui fait une erreur, il peut la cacher. Souvent les comptables le font d'ailleurs, surtout ceux qui sont à Houston. Non, je plaisanterai aussi, c'est générationnel. Et le deuxième sujet, c'est que quand c'est humain, il peut se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais peut-être pas une 4e. Et on met beaucoup en avant le contrôle automatique et sa force, mais il faut voir aussi quelles étaient aussi les forces du contrôle manuel. Donc, je voudrais juste vous entendre là-dessus. Je n'ai pas dit qu'il y en a un qui était mieux que l'autre, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est une évolution. On a beaucoup d'envie sur l'automatique, avec quand même quelques risques aussi. J'entends ton point, hein, mais je pense qu'avec l'automatisation, enfin, c'est quelque chose dans lequel je suis convaincu, c'est-à-dire que tu peux mettre des niveaux de contrôle supplémentaires, tu peux mettre des checks, tu peux très bien définir de manière algorithmique un certain nombre de paramétrages. Alors si le premier n'est pas bon, le deuxième, tu as quand même des checks qui vont te dire, tiens, attends, il y a quelque chose qui n'a pas l'air sain. Mais toute cette automatisation, en fait, tu as beaucoup plus la main dessus versus une formation individuelle des différentes personnes où du coup tu es propice à une potentielle erreur humaine. Encore une fois, sur un certain type de travail qui, à mon avis, n'est pas forcément à très forte valeur ajoutée aujourd'hui dans le monde, enfin, en tout cas dans le monde, dans l'évolution technologique dans lequel on vit. Bien sûr. Parce que Mathilde a bouillonne de répondre. Non. Peut-être sur un plan qui est un petit peu différent et sur l'avenir de la fonction finance, je pense qu'il y a un enjeu de la facturation électronique qui va être le niveau de structuration de la donnée financière. Aujourd'hui, il y a des sortes de grands agrégats, quand on a de la compta, qui nous donnent un compte de charge, un certain montant, des choses mais qui sont évidemment très intéressantes, déjà structurées, mais un niveau d'agrégation qui est quand même assez haut. Avec la facture électronique et un coût, elle est quasi nulle, l'automatisation n'est jamais gratuite, mais très très accessible. On a le détail de chaque ligne de facture, on a des prix unitaires, on a des quantités, on a des détails de chacun des taux de TVA pour ceux qui aiment la TVA. Donc il y a tous ces éléments qui sont accessibles. Allez, pas gratuitement, parce qu'ensuite il faut avoir les bons outils, structurer cette donnée, savoir la traiter, avoir les outils de traitement, etc. Mais ça ouvre un champ des possibles qui est absolument sans commune mesure en termes d'accessibilité. On pouvait le faire avant, mais ça représentait un travail manuel de saisie qui était complètement colossal. Donc tout ce qui est contrôle de gestion, benchmark, tout ce travail-là de comparaison sont dorénavant possibles. Reste à le faire, reste à avoir les compétences évidemment en interne, mais c'est une opportunité qui me semble très, très intéressante. Pour revenir sur la partie risque, je pense que en effet, on peut peut-être balayer les erreurs qu'il peut y avoir sur les montants d'une facture. C'est tout l'intérêt de la facture électronique. Il n'y aura plus d'erreurs
sur ces parties-là. Là où aujourd'hui, chez Regat, on utilise de l'IA pour lire une facture et extraire les montants, demain, toute cette partie-là est sécurisée, etc. Néanmoins, on va avoir des sujets, et là encore, tout va être une question d'outillage et de mise en garde, des sujets de sécurité sur des factures qui sont envoyées à votre PDP. Parce que pour faire simple, ça va être une adresse. Il suffit d'avoir un SIRET pour envoyer une facture. Et on peut très bien imaginer de la fraude comme ça se fait aujourd'hui. Donc là encore, ça va être aux entreprises de s'équiper. Nous, par exemple, aujourd'hui, si vous recevez une facture qui est d'un nouveau fournisseur, on va vous le signaler. Si c'est un fournisseur que vous connaissez déjà, mais que l'IBAN est différent de celui des factures précédentes, on va vous le signaler. Donc, on revient, il y aura toujours de la fraude, de la sécurité, mais on revient sur des problématiques d'outils et de processus. Des contrôles plus riches. Et je pense que ça fait une transition parfaite sur cette contrôle plus riche, justement. Je pense que si on prend un tout petit peu de recul sur justement ces technologies de reconnaissance de caractère sur les factures, pour cette numérisation, ce qu'on utilisait tous depuis quelques années, les technologies ont amélioré. On était à 80% de reconnaissance il y a à peu près 5 ans. Là, on peut avoir des modèles qui vont tomber à 95, 97, ainsi de suite. L'élément qui était intéressant, c'est qu'avant, on savait que c'était 80%. Donc, c'est-à-dire que manuellement, on allait vérifier. Aujourd'hui, quand on est à 97, en fait, on ne vérifie plus. Et donc, avant, il y avait potentiellement très peu d'erreurs. Aujourd'hui, il y en a. La réforme de la facturation, en fait, va aider à faire ça, justement. À corriger ces erreurs qui sont émissées dans tous les bilans, tous les éléments comptables qui aujourd'hui, oui, on s'est reposé sur la technologie. Mais on lui a fait confiance. Prenez une voiture autonome, ça sera le même raisonnement. Vous allez avoir peur. Une fois que vous allez faire l'expérience, c'est parti, ça roule. L'objectif, c'est de faire en sorte, grâce à de l'intelligence qu'on va pouvoir rajouter par-dessus tout ça, que ça roule, mais vous être sûr que ça va rouler. Jusqu'au bout. Problématique de TVA que vous mentionnez juste avant, c'en est un aussi. Mauvais paramétrage, oups, marche plus. Donc c'est des raisonnements, je pense, qui vont arriver justement dans les annuaires PDP, la sécurisation, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes. Aujourd'hui, on voit un nouveau métier arriver dans les entreprises, celui de vérificateur d'IBAN. Son objectif, double call, donc toujours par exemple, email et l'appel qui va bien, pour vérifier. Est-ce qu'un petit réseau qui pourrait justement vérifier, faire en sorte que cette IBAN soit notée, puisse avoir de la valeur? Ou par exemple chez nous, on fait carrément disparaître l'IBAN. C'est-à-dire, l'IBAN, en soi, il sert à quoi? À rien, si on a l'intégration bancaire. Et donc, c'est des éléments qui nous permettent de réassurer. Aujourd'hui, on va avoir des attaques, je suis complètement d'accord, de plus en plus virulentes. Intelligence artificielle, si je le lance, on a des attaques au président, on a des attaques au comptable, on a des attaques à tout. Et là, on est capable de mettre des contrôles plus ou moins automatiques, plus ou moins intelligents, qui vont permettre de déporter ce risque sur une machine qui sera contrôlée par un humain. L'élément qui est important, c'est qu'on reste, le business, c'est du relationnel. La facture, c'est juste la fin de la relation. Si on est capable de gérer cette relation facilement et de la valider, automatiquement, l'intelligence, c'est ce qui va nous résumer et nous permettre d'avoir les arguments pour prendre une décision. On reste acteur. L'humain reste l'acteur. Qu'il soit comptable, financier ou opérationnel, ça reste un humain. C'est-à-dire que l'interprétation des contrôles plus riches restera toujours dans la main des êtres humains. Ils seront aidés grâce à de l'intelligence, différents types d'intelligence, autant expertise que les LLM peuvent voir ou ChatGPT mais l'élément qui est important, c'est de donner le contrôle pour que la prise de décision soit plus rapide. Et en connaissance de cause. Qui n'a pas déjà validé une facture qui ne savait même pas ce que c'était? Ça existe, et pas qu'un peu. On arrive au terme de cette session. Je voudrais donner 2 minutes à chacun pour répondre à la question qui était le début. Alors pour vous, la facture électronique, est-ce que c'est une risque ou une opportunité? Même si j'ai une petite idée, et de pouvoir un peu donner un take-away pour la salle en se disant, voilà, si on doit retenir quelque chose de cette séance, qu'est-ce que serait pour vous le message clé? Alors, je pense qu'on va tous s'aligner sur l'opportunité, très probablement. Et on a vu différents axes, que ce soit au sein des entreprises, au sein des cabinets. Pour l'État, évidemment, c'est aussi le but. Pour que ce soit une opportunité, il faut
une bonne diffusion de l'information, que ce soit au niveau du calendrier, du contenu, même de la réforme, des relais, on l'a évoqué également, et puis derrière des solutions. Et toutes ces solutions, tous ces agents qui vont permettre de s'outiller, d'apporter de la valeur, c'est autant d'opportunités business aussi pour le monde de la FinTech qu'on représente aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je le raisonnerai dans l'autre sens. Bon, il y a une réforme, elle est obligatoire. Si vous avez les dates, septembre 2026, les dernières dates, celles d'hier, ça peut encore bouger, mais bon, on touche du bois, je ne sais pas s'il y en a. Septembre 2026, du coup, les grands groupes et les ETI, c'est une obligation. Septembre 2027, c'est pour les autres. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la réforme ou on écoute les autres réformes qui arrivent sur d'autres sujets? Je parle sustainability, traçabilité, plein d'autres choses. L'élément, en général, les entreprises attendent la réforme, attendent l'amende pour se lancer. Sauf que l'amende, c'est pas obligatoirement une fin en soi. C'est d'abord du business. Ce business, bah, on peut se dire, on va utiliser les domaines de l'intelligence qui arrivent, qui risquent de complètement modifier vos entreprises. Je parle de ChatGPT, Bard et autres, pour justement se dire, et si on revoyait nos process? Et si on utilisait cette réforme de la facturation pour se dire, la facture, c'est pas une fin en soi, c'est d'abord faire du business, accélérer ce business, faire en sorte qu'on ait une réduction des risques, améliorer son cash flow, améliorer ses marges. Et c'est là en fait qu'on va être capable d'exploiter au maximum cette réforme pour se dire, bah, en fait, autant faire en sorte que l'ensemble de l'entreprise en prenne connaissance, soit éduqué et se lance dans cette révolution qui potentiellement sera très impactante. Du coup, m'adressant, je pense, aux entrepreneurs, patrons et patronnes de PME, je pense qu'il y a une question qui va être effectivement sans attendre, de se dire quelle est la bonne solution pour moi pour vraiment profiter de ces gains de productivité, suivre cet instinct qui nous dit j'en ai marre de transmettre des factures à mon comptable, voilà, suivez-le et capitalisez là-dessus. Aux plutôt entrepreneurs, entrepreneuses côté FinTech, en quoi la facturité électronique peut être une opportunité pour vous? Je ne pense pas qu'il y ait de business model strictement autour de la facture électronique parce que par définition, on veut réduire les coûts. Donc tout ce qui est modèle autour de péage, autour de la facture, ça, je n'y crois pas. En revanche, tout ce qui, si vous opérez autour de la facture, que ce soit du côté de la création ou de la consommation, là, évidemment, il y aura beaucoup d'avantages, notamment pour l'accès à la donnée, parce qu'à nouveau, on peut avoir un accès extrêmement granulaire à un coût dérisoire. Et donc ça représente, je pense, pour vous, en termes d'analyse, et pour enrichir votre produit, qui peut être extrêmement intéressant. Bah, ça fait vraiment écho à ce que vous avez dit tous les trois, je pense. L'essentiel des opportunités dont on a parlé, fondamentalement, on les a déjà avec des outils qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui. La réduction des coûts, l'excellence opérationnelle. En fait, la facture électronique vient juste mettre la dernière pièce pour rendre finalement ce système complet. Donc, je pense que c'est ça le takeaway, c'est quand on réfléchit à cette obligation légale, donc qui va arriver, bon, bah, en fait, autant essayer de prendre les bénéfices tout de suite, en s'équipant au plus tôt et en faisant confiance du coup à ses partenaires qui seront compatibles et conformes avec ce que exigera la réforme. Bah, merci beaucoup, on est même un peu en avance, on peut prendre quelques questions si vous en avez, ou des remarques, ou des partages d'expériences. J'ai une question d'Yann qui demande qui est prêt déjà pour passer en 2026 ou en 2027 ou carrément être dans le projet pilote de 2025. Oui, parce que l'administration fera un pilote pour les entreprises les plus courageuses. Merci beaucoup, merci de votre temps, merci en tous les cas à Mathilde, Tancred, Rodolphe et Yann pour leur intervention et avoir répondu à mes questions. Et puis voilà, puis j'espère que vous repartirez avec quelques bonnes idées. Merci beaucoup, au revoir.